Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un jardin pas comme les autres, installé dans le célèbre parc de Hann, dans la capitale sénégalaise. Sur place, de nouvelles pratiques agricoles respectueuses de l'environnement sont testées. C'est aussi un lieu d'apprentissage pour les étudiants en formation, en agriculture et un endroit de villégiature pour tous les visiteurs du parc. L'équipe de Croissance Verte a pu suivre le temps d'une journée les activités des maîtres et des lieux qui ne ménagent aucun effort pour faire du jardin du partage. C'est son nom, un espace où il fait bon de côtoyer la nature en toute sérénité. Et pour parler de l'importance des jardins botaniques en zone urbaine et périurbaine, nous sommes avec Alioune Touré, agronome, consultant, fondateur de 221 Agri Consulting. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir à nouveau d'être dans ce plateau. Et on se retrouve ici juste après notre reportage au parc de Hann, dans la capitale sénégalaise. Il est signé Eva Sagna et Moussa Ndir. Situé dans un coin du parc Hann, une réserve naturelle du Sénégal située à Dakar, dans la commune d'arrondissement de Hann-Bel-Air. Cette pépinière, affectueusement appelée le Jardin du Partage, accueille de nombreux visiteurs venus des quatre coins du monde. Ce jardin a vu le jour en 2012 et s'étend sur près de 300 mètres carrés. Le jardin de partage, du partage. C'est un jardin qui a été créé il y a 10 ou 12 ans, en 2011, entre 2011 et 2012. Et ce jardin a été reconnu par certaines associations européennes, dont Cocopelli, que vous verrez au niveau de la porte. Ils nous ont donné leur pancarte. Ce jardin est très intéressant dans la mesure où on essaye de travailler dans un écosystème qui est déjà équilibré, qui est une forêt. Donc voilà, c'est notre bébé en quelque sorte. Toutefois, cet espace était gagné par la salinisation. Aujourd'hui, il est témoin d'une nouvelle pratique agricole grâce à la création de nombreux écosystèmes. Le sel avait complètement gagné du terrain. Et selon les experts, la quantité n'était pas aussi conséquente. Et c'est après leur passage que nous avons entamé l'exploitation des lieux. Pour un endroit comme celui-ci, il n'est pas évident d'y arriver. Nous y sommes aujourd'hui. Mais le plus gros souci que nous avions ici, parce que ça a été l'inondation, les inondations. Vous voyez bien que c'est une zone qui reçoit toutes les eaux du parc d'une certaine façon. Et en 2002 d'ailleurs, en 2008, là, quand il y a eu l'inondation au niveau des maristes, l'eau qu'on a stagné, on l'a balancée au niveau du parc de Hann pour qu'on puisse libérer les sites, les habitations. Donc depuis lors, il y a eu beaucoup de dégâts. Et ce jardin faisait partie des problèmes qui ont eu des conséquences. Une nouvelle approche de l'agriculture qui porte ses fruits. On avait comme objectif d'avoir d'abord un site et de travailler sur le site. On a voulu travailler en hors-sol. Donc on avait un site de toute façon, un sol qui n'était pas du tout intéressant, mais on arrivait à produire en hors-sol. Et vous verrez derrière moi, il y a les tables surtout. On avait plus d'une centaine de tables au début ici, on ne travaillait que sur les tables. Et c'est au fur et à mesure qu'on a travaillé sur des plantes qui ont cette capacité de dépolluer le sol. Et qu'aujourd'hui, on arrive au fur et à mesure à produire des persils, de la salade, et on arrive à produire beaucoup de plants potagers. J'ai des clients potentiels qui viennent acheter des épices, des légumes et des fruits. Ici, nous plantons tout ce qui peut servir à la consommation. Si le jardinier cultive des plantes de plusieurs espèces, c'est dans le but de valoriser, voire embellir ces lieux. Certaines de ces plantes sont destinées à la consommation. C'est vrai que nous sommes dans un écosystème qui est assez dégradé. Okay, vous voyez, il y a le vent, c'est assez compliqué ici. Donc il a fallu travailler au début en hors-sol. Donc nous avons des plantes aromatiques, surtout des plantes aromatiques que nous faisons pousser en hors-sol. Des plantes, des arbres, des fruitiers, des plantes médicinales, parce que nous travaillons énormément avec les plantes médicinales. Et nous avons un écosystème.
Notre objectif, c'est quoi? C'est de montrer qu'on peut travailler avec la nature sans pour autant changer les choses, c'est-à-dire l'accompagner. Ce que nous cherchons à faire, c'est accompagner la production qui peut être aussi bien utile pour manger, mais aussi utile pour s'habiller ou bien transformer en d'autres produits. Au jardin du partage, on trouve des arbres nains, des sapins, des légumes et d'autres arbres nutritifs et médicinaux. Ils cohabitent les uns les autres. On fait actuellement, il y a des, comment on appelle ça, les bananiers nains, les papayers nains. Ben voilà, il y en a de plus en plus. Ce sont des variétés, ce sont des familles qu'ils ont eu à développer. Mais nous, c'est comme des... La finalité, ce sont des plantes nains. Mais au début, qu'est-ce qu'on cherchait à faire? On cherchait à raccourcir le temps de production et avoir une production dans les maisons. Donc c'est pour cela qu'on a cherché à trouver des moyens à raccourcir ce temps-là et à produire en hors-sol. Et quand nous produisons en hors-sol, forcément, on ne peut pas avoir des grands arbres. On a des arbres qui sont beaucoup plus petits parce qu'on n'a pas assez de terre. Donc c'est une technique qui a été développée ici avec le marcottage, avec plein de choses, pour qu'on puisse avoir une production à une certaine hauteur, quoi. Voilà. Avec cette diversité d'arbres, nous essayons de créer une petite forêt. Tout y est, et c'est notre façon à nous de développer l'espace. Il sert également d'école, de lieu de stage pour certains étudiants en formation en agriculture. C'est le cas de Junior, un ancien artiste rappeur reconverti en agriculteur. C'est parce que J'ai bénéficié d'une formation au parc Anne. Et c'est pourquoi, après mes heures de cours, je viens faire la pratique ici. Ici, j'ai appris à faire du micro-jardinage, à semer et à faire du compostage. C'est très important, car la terre nous rend ce qu'on lui donne. J'étais dans le milieu de l'art, aujourd'hui je me suis reconverti en agriculteur. Et ça me plaît. Une agriculture respectueuse de la nature pour se nourrir est bien possible au Sénégal. C'est le credo au jardin du partage. Nous faisons beaucoup plus de formations d'ailleurs, plutôt sur le micro-jardinage, sur l'intégration des jardins, de la production à la maison. Pour nous, il est crucial que les Dakarois s'approprient de certaines choses qu'ils consomment déjà au niveau de leur maison. Donc ça nous pousse vers l'autonomie. Donc ce que nous cherchons à faire, c'est vraiment de pousser les gens à faire comme nous, chez eux. Le lieu est aussi transformé en lieu de détente. Sur place, une tisane concoctée par le maître des lieux est offerte aux visiteurs. De retour sur le plateau de Croissance Verte et nous retrouvons M. Alioune Touré, agronome, consultant, fondateur de 221 Agri-Consulting. Tout d'abord, M. Touré, quel est l'impact des jardins botaniques sur la biodiversité en zone urbaine et périurbaine? Bon, permettez-moi d'abord de saluer ce reportage que vous venez de nous présenter, qu'on a pu ensemble à consulter. Parce que c'est très intéressant ce travail qu'ils ont pu accomplir. Vous voyez, et de telle sorte que les gens puissent comprendre aujourd'hui, il y a des gens qui sont conscients des enjeux écologiques et climatiques, mais aussi par rapport aux besoins sociétals. Vous voyez, donc ce reportage-là, c'est quelque chose à saluer. Et puis ça va faire de telle sorte que les gens puissent comprendre aujourd'hui les besoins qu'ont la société. Par rapport à votre question, les enjeux qui ont aujourd'hui ces jardins ethnobotaniques, vous savez aujourd'hui les jardins ethnobotaniques, particulièrement ce qu'on trouve au niveau du parc de Anne, jouent un rôle hyper important dans la société. Parce que vous voyez, à l'origine, les gens s'étaient habitués à vivre avec les végétaux et autres. Et aujourd'hui, avec l'urbanisation, vous voyez, on a tendance à réduire les espaces végétaux et autres. Vous voyez. Donc, de fur et à mesure, ils ont senti cette nécessité de renouer cette cohésion sociale avec les végétaux. Donc, aujourd'hui, le jardin ethnobotanique ou bien le jardin forestier de Anne nous donne aujourd'hui l'opportunité de pouvoir vivre en harmonie avec le monde végétal, comme aussi il y a l'espèce animale à l'intérieur, vous voyez, mais aussi de s'adapter par rapport au changement climatique, ainsi de répondre aux besoins sociétals.
particulièrement des gens qui sont extrêmement pauvres. Et comment ces jardins botaniques contribuent-ils à la préservation des espèces végétales rares et menacées en milieu urbain? Vous savez, par rapport au niveau du jardin forestier d'Anne, il y a ce qu'on appelle le jardin ethnobotanique. Le jardin ethnobotanique est divisé en différents secteurs. Parmi ces secteurs, il y a des secteurs qui sont désignés par rapport à l'arboriculture, d'autres qui sont exclusivement désignés pour faire des pratiques maraîchères et d'autres qui sont exclusivement dédiés par rapport aux plantes de cueillette. Vous voyez, c'est-à-dire ces espèces-là. Et ces espèces-là, on les conserve dans ces milieux de telle sorte qu'on essaie de les fructifier, de les multiplier, vous voyez, afin de les conserver, car ils ont des impacts environnementaux importants, mais aussi sociétals. En quoi ces jardins peuvent-ils favoriser l'éducation environnementale et la sensibilisation du public à la protection de la nature en ville? Vous voyez, vous savez, parfois il y a des visiteurs qui viennent là-bas et qui vous disent que non, eux, ils n'ont jamais su qu'il y avait cette milieu urbain au niveau de la ville là. Donc vous voyez, aujourd'hui ça peut le favoriser de manière multiple. Avec les jeunes étudiants, avec les écoles ou bien avec les collèges et autres. Il y a des gens qui viennent là-bas pour chercher de la connaissance. Et puis il y a le centre d'éducation environnementale qui se retrouve au niveau de Anne. En même temps aussi, ça va leur servir de cours théoriques. Ils vont comprendre les impacts environnementaux et l'intérêt aussi de l'éducation environnementale. Et en retour aussi, il y a le jardin ethnobotanique qui va leur servir de terrain d'apprentissage pratique. Et de ce fait qu'ils vont se confronter avec l'ensemble du monde végétal, avec sa diversité et puis avec sa splendeur. Monsieur Touré, quels sont les avantages économiques et sociaux des jardins botaniques pour les communautés urbaines et périurbaines? Bon, par rapport à cette question, je vais vous dire que la liste des biens et services que fournissent les jardins périurbains, elle est impressionnante. Vous voyez, au-delà même de l'aspect, comment dirais-je, au-delà même de l'aspect écologique ou bien de l'aspect esthétique, vous savez que les jardins botaniques ou bien les jardins urbains et périurbains aujourd'hui offrent une majorité extraordinaire de besoins consommables par rapport à la population. C'est de manière générale pour tous les groupes d'âge, mais aussi particulièrement avec les groupes citadins qui sont pauvres. Parce qu'eux, ils ont tendance à reconduire les traditions culturelles, sociales, religieuses, mais aussi avec leurs traditions alimentaires et sanitaires, etc. Vous voyez. Donc aujourd'hui, avec ces jardins, avec ces forêts périurbaines-là, les gens auront tendance à mieux se recouvrir des besoins dont ils avaient toujours eu cette envie et que aussi ils avaient l'habitude de faire avec le monde rural. Le jardin du partage que nous avons vu dans notre reportage est installé dans un espace qui était gagné par la salinisation. Aujourd'hui, une nouvelle pratique agricole s'y développe. Comment promouvoir davantage cette pratique qu'est la permaculture? Bon, aujourd'hui, la permaculture a servi par rapport à un monde très vaste, contaminé par rapport à cette zone de salinisation et autres. Mais avec cette association de différents types de cultures, il y a des organismes végétaux qui jouent des rôles hyper importants par rapport au milieu salé. Vous voyez. Mais aujourd'hui, avec l'avènement aussi de la permaculture, les gens ont pu comprendre à faire de telle sorte qu'ils vont associer une diversité végétale, de sorte qu'ils vont s'organiser et vont s'entraider, et de telle sorte qu'ils vont améliorer le milieu et reverdir le milieu en premier lieu, mais aussi redonner vie au sol. Les espèces cultivées dans ce jardin servent à valoriser, voire embellir les lieux. D'autres plantes sont destinées à la consommation, nous l'avons vu. On y retrouve des arbres nains, des sapins, des légumes, d'autres arbres nutritifs et médicinaux. Comment de tels jardins peuvent aussi être développés dans les foyers au niveau individuel en zone urbaine? Tout ça, ça dépend de l'éducation. Tout ça, ça dépend de la compréhension que les gens ont eu par rapport aux arbres. Donc aujourd'hui, on est en train de parler des jardins périurbains et urbains. Mais le centre d'intérêt, ce sont les arbres. Il faut que les gens puissent connaître l'intérêt des arbres. Il faut que les gens puissent savoir à quoi les arbres vont servir. De ce fait qu'en ce moment, par rapport aux besoins sanitaires, par rapport aux besoins alimentaires, avec l'ensemble de la diversité des végétaux, il y a des espèces qu'on peut utiliser par rapport à nos besoins alimentaires, d'autres qu'on peut utiliser à nos besoins sanitaires. Il y en a aussi d'autres par rapport à la pharmacopée traditionnelle. Donc, tout dépend de l'information qu'a eu la population. Vous voyez, si on a fait de telle sorte qu'on transmet la bonne information et que les gens comprennent cet enjeu, je crois que ça sera très facile que les gens puissent le mettre dans les maisons
avec des milieux restreints. L'important, c'est d'optimiser la chose. Alioune Touré, vous êtes agronome, consultant, fondateur de 221 Agri-Consulting. À quoi consiste votre structure concrètement? Bon, nous sommes une boîte qui s'active dans l'agriculture de manière générale, mais toujours avec les pratiques qui se soucient des effets environnementaux ou bien l'écosystème de manière générale. Nous sommes en général constitués de jeunes ingénieurs et de techniciens pluridisciplinaires. Vous voyez, et on s'active sur 3 domaines, l'agriculture, le bâtiment et le nettoyage industriel, dont je suis le chargé du pôle agricole. Nous, on travaille sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Vous voyez, souvent les gens vous disent du fourche à la fourchette, mais nous d'habitude on fait à la fourchette aux fourches. Vous voyez, mais tout en se souciant des effets environnementaux, mais aussi des effets de l'écosystème. Et pour aussi insister par rapport à ça aussi, nous on travaille par rapport à la zootechnique, c'est-à-dire la production animale, mais aussi à la phytotechnique, la production végétale. On fait aussi la consultance un peu partout au Sénégal, partout même dans la sous-région. Et que faites-vous comme activité en termes de promotion de foresterie urbaine et de jardins botaniques? Vous savez que nous avons des objectifs à atteindre. Et parmi ces objectifs-là, bon, il y a le fait de promouvoir ou bien de vulgariser l'intérêt des forêts urbaines et périurbaines dans les différentes agglomérations. Et comment se passe cette campagne de vulgarisation? Bon, cette campagne de vulgarisation, ça passe inévitablement d'abord, comme je vous ai dit, par rapport à la communication dans les milieux urbains. On essaie en ce moment de mettre de telle sorte que, avec les différents aménagements qu'on est en train de faire, de mettre en place des spéculations qui ont des intérêts alimentaires et médicinaux. Hormis l'aspect esthétique ou bien l'aspect écologique, il y a cet aspect aussi qu'on met en avant. Comment sont accueillies vos initiatives par les populations locales? Bon, très sincèrement, les gens sont très accueillants par rapport à ça. Car comme ce que je viens de vous dire, l'important c'est la communication, la compréhension. Pourquoi on a tendance à faire ces différentes activités-là? Parce que, comme je vous dis, d'habitude, toutes les populations du monde ont toujours eu des rapports sains avec les arbres. Mais aujourd'hui, on sait, avec l'urbanisation, avec ce besoin de développement, comment dirais-je, moderne, on a tendance à couper cette relation avec la végétation. Et aujourd'hui, on s'en rend compte que ces végétations-là ont un rôle primordial dans notre vie. Monsieur Touré, comment ces espaces forestiers peuvent-ils être utilisés comme outils de recherche scientifique pour mieux comprendre les enjeux environnementaux auxquels nous faisons face actuellement? Bon, de manière simple, on va faire référence par rapport au parc d'Anne. Supposons, il y a le centre écologique qui est là-bas. Il y a une salle qui va servir de cours théoriques, comme je vous ai tout à l'heure dit, mais aussi il y a le jardin ethnobotanique. Vous voyez, ce jardin ethnobotanique va servir de gamme de recherche parce qu'il y a une diversité aussi large qui est là-bas. Donc, par rapport à toutes sortes de groupements végétaux ou bien d'espèces végétales, les gens auront lieu de se mettre en contact direct avec ces végétaux-là, mais aussi de connaître leurs intérêts. Vous voyez, même ça, les gens ont souvent tendance à se recouvrir pour avoir cette confort ou bien cette loisir ou bien de retrouver cette quiétude. Mais le plus important aujourd'hui aussi, il faut savoir cette relation, comme je dis toujours, qui nie les hommes par rapport aux végétaux. Ce qui est crucial dans les espaces verts, c'est également l'entretien. Quels sont les défis auxquels sont confrontés les jardins en ville en termes de gestion et de financement? Bon, ça fait partie des contraintes que nous avons aujourd'hui pour mettre en place ces différents types de jardins. Particulièrement ce dont vous avez signé, c'est-à-dire l'entretien. Vous voyez, il y a l'entretien et les financements. Le plus important, et je vais insister sur ça, c'est la compréhension. Si les gens comprennent les enjeux ou bien le rôle que peuvent avoir ces forêts-là dans les milieux urbains, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour que les gens puissent investir. Parce que ça, je l'ai un peu omis, mais c'est une source de revenus et puis c'est une source d'emploi, ces jardins-là. Parce que imaginez, le fait de mettre en place ces jardins-là, vous allez devoir planter des arbres qui demandent une main-d'œuvre. Il y a aussi cet aspect d'entretien. Vous savez, il y a cet aspect d'entretien, il y a cet aspect d'aménagement, mais aussi les produits dérivés qui vont en découler, qui sont très importants. Et ces produits-là peuvent être d'origine ou bien à des fonctions alimentaires, mais aussi à des fonctions médicinales. Vous savez, au jardin botanique d'Anne, il y a un vieux qui fait un travail remarquable là-bas. C'est le vieux Bachirou Bey, vous voyez, avec l'aspect médicinal. À chaque fois, on fait référence avec la médecine moderne et on le pallie avec la médecine traditionnelle et qui est très régularisée. Voilà. Quelle lecture faites-vous des espaces verts au Sénégal, particulièrement en zone urbaine?
Bon, ce que je peux dire, comme je vous dis, à chaque fois qu'on est en train de parler par rapport à ça, on sent qu'il y a la manque de compréhension, la désinformation. D'habitude, nous, on a tendance à mettre des allées ou bien et autres, vous voyez. Mais ces forêts-là, il faut qu'ils soient en corrélation directe ou bien en corrélation parfaite avec les besoins des populations. Comment promouvoir leur implantation? Parce que, à part le parc de Han, il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais l'important, c'est que nos politiques, il faut que les institutions et les administrations puissent comprendre aujourd'hui ce dont on est en train de parler. Et du coup, il va falloir mener des politiques d'implantation de ces jardins un peu partout. Et quelle action au niveau de 221 Agri-Consulting menez-vous dans ce sens pour promouvoir l'implantation d'espaces verts au Sénégal? Effectivement, en ce moment même, on est en train de mener des activités qui vont dans ce sens. En premier lieu, c'est la communication, le fait que les gens puissent comprendre cet enjeu. Mais en second, on a commencé à Ziguinchor et un peu partout vers Saint-Louis avec de petits jardins. On est en train de mettre en place des systèmes d'urbanisation de forêt. Parlez-nous de ces projets à Ziguinchor. Qu'est-ce qui a motivé ce projet et comment ça se passe concrètement sur le terrain avec les communautés locales? Bon, sur le terrain, c'est extraordinaire ce qui se passe en réalité. Et je vais vous dire que ce n'est pas uniquement à Ziguinchor, un peu partout vers Mbour et autres. C'est avec un ami, M. Magnaïna, et un autre collaborateur qui est le directeur général de Mémotech. Ils ont compris l'importance de ces végétaux et la nécessité. Donc on a fait des tests, certes qu'on a implanté ce petit jardin-là. Du coup, on a mis des spéculations spécifiques avec des besoins nets, vous voyez, qui ont des rôles à jouer aussi. Et on a invité les populations à venir voir pour savoir les impacts de ces végétaux-là dans les milieux, mais aussi le plus important, avec l'impression des étudiants et des élèves. Et quel est le rôle des communautés locales dans l'entretien de ces jardins que vous implantez dans leur région? Effectivement, dans ce sens, on a tendance à prendre la main-d'œuvre dans les communautés. On les initie d'abord sur les jardins, on les forme sur les jardins et on fait de telle sorte que tous les produits qui en découlent, ils vont s'en charger de la commercialisation. Vous voyez, mais aussi avec la transformation des produits dans ces zones-là. Merci M. Alioune Touré pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes agronome, consultant et fondateur de 221 Agri-Consulting. En tout cas, ça fait un plaisir d'être parmi vous et de partager ce reportage d'abord et de partager ce délai avec votre internet de MTTV. Merci M. Touré, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.